Non. Dans le prochain chapitre sur les séries de Taylor, je fais souvent référence aux dérivées d'ordre supérieur. Et si vous êtes déjà à l'aise avec les dérivées secondes, les dérivées troisièmes, etc., c'est parfait. N'hésitez pas à passer directement à l'événement principal maintenant. Vous ne blesserez pas mes sentiments. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à ne pas du tout aborder les dérivées d'ordre supérieur jusqu'à présent dans cette série. Donc, pour le bien de la complétude, j'ai pensé vous donner cette petite note de bas de page, juste pour les passer en revue très rapidement. Je me concentrerai principalement sur la dérivée seconde, en montrant à quoi elle ressemble dans le contexte des graphes et du mouvement, et je vous laisserai réfléchir aux analogies pour les ordres supérieurs. Étant donné une fonction f de x, la dérivée peut être interprétée comme la pente de ce graphe au-dessus d'un certain point, n'est-ce pas? Une pente raide signifie une valeur élevée pour la dérivée, une pente descendante signifie une dérivée négative. Donc, la dérivée seconde, dont je vais expliquer la notation dans un instant, est la dérivée de la dérivée, ce qui signifie qu'elle vous indique comment cette pente change. La façon de voir cela d'un coup d'œil est de penser à la façon dont le graphe de f de x se courbe. Au point où il se courbe vers le haut comme ceci, la pente augmente, et cela signifie que la dérivée seconde est positive. Au point où il se courbe vers le bas, la pente diminue, donc la dérivée seconde est négative. Par exemple, un graphe comme celui-ci a une dérivée seconde très positive au point 4, puisque la pente augmente rapidement autour de ce point. Alors qu'un graphe comme celui-ci a toujours une dérivée seconde positive au même point, mais elle est plus petite. Je veux dire, la pente n'augmente que lentement. Au point où il n'y a pas vraiment de courbure, la dérivée seconde est simplement 0. En ce qui concerne la notation, vous pourriez essayer de l'écrire comme ceci, indiquant un petit changement de la fonction dérivée divisé par un petit changement de x, ou, comme toujours, l'utilisation de cette lettre d suggère que ce que vous voulez vraiment considérer est ce à quoi ce rapport tend lorsque dx, les deux dx dans ce cas, tendent vers 0. C'est assez maladroit et encombrant. Donc, la norme est d'abréger cela en d carré f divisé par dx carré. Et même si ce n'est pas terriblement important pour obtenir une intuition de la seconde dérivée, je pense qu'il pourrait être utile de vous montrer comment vous pouvez lire cette notation. Pour commencer, pensez à une entrée pour votre fonction. Puis faites deux petits pas vers la droite, chacun d'une taille de dx. Je choisis ici des pas assez grands pour que nous puissions voir ce qui se passe, mais en principe, gardez à l'esprit que dx devrait être plutôt minuscule. Le premier pas provoque un certain changement dans la fonction, que j'appellerai df1, et le second pas provoque un changement similaire mais peut-être légèrement différent, que j'appellerai df2. La différence entre ces changements, le changement dans la façon dont la fonction change, est ce que nous appellerons ddf. Vous devriez considérer cela comme vraiment petit, généralement proportionnel à la taille de dx au carré. Donc, si par exemple vous substituiez 0,01 pour dx, vous vous attendriez à ce que ce ddf soit à peu près proportionnel à 0,0001. Et la seconde dérivée est la taille de ce changement du changement, divisé par la taille de dx au carré. Ou plus précisément, c'est ce que ce rapport tend à devenir lorsque dx tend vers 0. Même si ce n'est pas comme si cette lettre d était une variable multipliée par f, pour une notation plus compacte, vous l'écririez comme d au carré f, divisé par dx au carré. Et vous ne vous embêtez généralement pas avec des parenthèses en bas. Peut-être que la compréhension la plus viscérale de la seconde dérivée est qu'elle représente l'accélération. Étant donné un mouvement le long d'une ligne, supposons que vous ayez une fonction qui enregistre la distance parcourue par rapport au temps. Peut-être que son graphique ressemble à quelque chose comme ça, augmentant régulièrement au fil du temps. Ensuite, sa dérivée vous indique la vitesse à chaque instant, n'est-ce pas? Par exemple, le graphique pourrait ressembler à cette bosse, augmentant jusqu'à un maximum, puis diminuant à nouveau jusqu'à 0. Ainsi, la seconde dérivée vous indique le taux de changement de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération à chaque instant.
Dans cet exemple, la seconde dérivée est positive pour la première moitié du trajet, ce qui indique une accélération. C'est la sensation d'être poussé vers l'arrière dans votre siège de voiture, ou plutôt d'avoir le siège de voiture qui vous pousse vers l'avant. Une seconde dérivée négative indique un ralentissement, une accélération négative. La troisième dérivée, et ce n'est pas une blague, s'appelle le jerk. Donc, si le jerk n'est pas 0, cela signifie que l'intensité de l'accélération elle-même change. Lorsque nous avons appris pour la première fois la différenciation, nous l'avons vu comme un moyen de déterminer le taux de changement d'une courbe donné par une fonction f de x en prenant des dérivés. La façon dont nous exprimions l'opération était en utilisant ce symbole prime. Ainsi, la dérivée de f de x était f' de x. Mais il existe une autre notation que nous avons introduite dans le passé et qui sera désormais utilisée beaucoup plus fréquemment. Cela ressemble à ceci, ou qui se lit ddx. Cela peut être considéré comme un opérateur différentiel qui agit sur tout ce que nous mettons devant lui. Donc, pour prendre la dérivée de f, nous mettrions ddx devant, comme ceci. Ceci est également couramment écrit comme df dx. Maintenant, ne laissez pas la nouvelle notation vous embrouiller. C'est toujours la même chose que la dérivée d'une fonction f, que nous appelions auparavant f'. C'est juste une autre façon de représenter la différenciation, qui présente quelques avantages. Par exemple, cet opérateur différentiel se distribue sur les sommes et les différences. Donc, ddx de la somme de deux fonctions f et g est le même que la somme de df dx et dg dx. Pendant ce temps, lorsqu'il opère sur un produit de fonctions f fois g, cela sera le même que la règle du produit que nous avons apprise précédemment. Donc, ddxfg égale fdg dx plus df dxg. Et de même, la règle du quotient s'applique toujours. Donc, ddxf sur g égale gdf dx moins fdg dx sur g au carré. La raison pour laquelle nous réintroduisons cette notation maintenant est que nous voudrons prendre plus de dérivées que celles qui sont simplement par rapport à la variable x. Donc, nous avons besoin d'une notation claire qui indique par quelle variable nous différencierons. Maintenant, disons que nous avons une fonction qui dépend à la fois de x et de y que nous pouvons appeler f de xy. Cela finira par être une surface dans l'espace plutôt qu'une courbe. Alors, comment pouvons-nous interpréter le taux de changement pour cela? Ce que nous devons faire, c'est trouver le taux de changement dans des directions spécifiques, indépendamment. Si nous voulons le taux de changement dans la direction x, comme nous l'avons déjà fait, nous différencions simplement par rapport à x tout en traitant y comme une constante. La nouvelle notation pour cela implique d'utiliser ces d courbés au lieu des d réguliers, ce qui nous donne ceci. Ceci est appelé une dérivée partielle, et cela nous indique de traiter uniquement x comme la variable à différencier. De même, si nous voulions le taux de changement dans la direction y, ce serait une dérivée partielle par rapport à y. Dans ce cas, nous traiterions x comme une constante. Considérons un exemple. f de xy est égal à xy au carré plus x au cube et trouvons les dérivées partielles par rapport à x et y. D'abord, df dx. Nous prendrons la dérivée par rapport à x, comme nous en avons l'habitude, tout en traitant y comme une constante. En nous rappelant notre règle de puissance pour les dérivées, le x du premier terme devient 1. Et en traitant le i au carré comme une constante, il nous reste simplement i au carré. Ensuite,
pour le deuxième terme, nous descendons le 3 et réduisons la puissance de 1, ce qui nous laisse avec 3x au carré. Ainsi, notre dérivée partielle, df dx, devient i au carré plus 3x au carré. Maintenant, pour trouver la dérivée partielle par rapport à x, nous allons traiter x comme notre variable, tout en traitant x comme une constante. Le premier terme dépend de i au carré, donc nous descendons le 2 et réduisons la puissance de 1, ce qui nous laisse avec 2y. Mais cela est multiplié par x que nous traitons comme une constante, donc nous obtenons 2xy. Le deuxième terme ne dépend pas de i, donc c'est juste une constante, et la dérivée d'une constante est toujours 0. Ainsi, il nous reste 2x égale pour notre dérivée partielle, df dA. Ce sont les taux de changement dans les directions x et y pour notre fonction. Nous allons maintenant introduire un concept qui combine ces dérivées partielles et cela s'appelle le gradient. Le gradient d'une fonction est simplement un vecteur composé de toutes ses dérivées partielles dans leur position associée. Cela signifie la direction x pour df dx, la direction y pour df dy, et ainsi de suite. Nous pouvons écrire cela comme grade f égale à df dxi plus df dy j. Si c'est en 3 dimensions, cela serait grade f égale à df dxi plus df dy j plus df dz k. Les composantes de ce vecteur gradient sont les dérivées partielles de la fonction f que nous pouvons produire de la manière que nous venons de discuter. Ce vecteur finit par être la chose la plus proche d'une pente que nous puissions obtenir dans des dimensions supérieures. Il pointe dans la direction du changement maximal de la fonction et a une magnitude, mais k égale au taux de changement maximal. Il existe également une autre façon courante d'écrire le gradient, en utilisant ce triangle inversé, qui est appelé del. Ce del est un vecteur de tous les opérateurs de dérivée partielle. Donc, en 2 dimensions, c'est ddx, ddy. Et en 3 dimensions, c'est ddx, i, ddy, ddz. Écrire del devant une fonction f équivaut à prendre son gradient. Del a une variété d'autres utilisations que nous aborderons dans une autre leçon. Mais pour l'instant, considérons un autre exemple de fonction et trouvons son gradient. Considérons la fonction f de x z égale à x à la puissance 5 à la puissance de z sur y. Pour trouver le gradient, nous aurons besoin de toutes les dérivées partielles, df dx, df dy et df dz. En commençant par x et en traitant y dz comme des constantes, en suivant la règle de puissance, nous descendons le 5 et soustrayons 1 de l'exposant, ce qui nous laisse avec 5x à la puissance 4, e à la puissance 2z sur y pour notre dérivée partielle par rapport à x. Maintenant, en différenciant par rapport à y et en gardant x et z constants, 1 sur y est équivalent à it à la puissance négative 1. Donc, encore une fois, en utilisant la règle de puissance, nous faisons sortir le négatif 1 devant et soustrayons 1 de l'exposant pour obtenir négatif y à la puissance négative 2, ce qui est la même chose que négatif 1 sur y au carré. En combinant cela avec les termes constants, nous obtenons négatif x à la puissance 5, e à la puissance 2z, sur i au carré. Enfin, nous prendrons la dérivée par rapport à z, tout en gardant x et y constants. Nous devons différencier à la puissance 2z et en suivant la règle de la chaîne, nous gardons simplement le e à la puissance 2z, mais nous descendons la dérivée de l'exposant 2z qui est 2. Cela nous donne 2m
à la puissance 2z, et en le combinant avec les termes constants, nous obtenons 2x à la puissance 5, e à la puissance 2z sur y. Nous avons maintenant les trois dérivées partielles. Donc, pour obtenir le gradient, nous les mettons simplement sous la forme vectorielle de df dx, df dy, df dz. Cela nous donne 5x à la puissance 4, e à la puissance 2z sur y, moins x à la puissance 5, e à la puissance 2z sur y au carré, 2x à la puissance 5, e à la puissance 2z sur y, comme vecteur gradient pour cette fonction. Vous avez peut-être remarqué au cours de cette leçon que nous avons utilisé nos variables x, y et z à l'intérieur de vecteurs. Nous discuterons de ce concept en profondeur lorsque nous aborderons les champs vectoriels dans un instant et nous parlerons également de plus, d'utilisation de del.